Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre des Solidarités, nous venons d'assister à un petit tour de passe-passe de votre collègue ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Mais je voudrais quand même revenir sur l'obsession gouvernementale de tout simplifier depuis des semaines et des mois. Dans chaque commune, dans chaque intercommunalité, les CCAS accompagnent nos aînés, les personnes isolées, les jeunes en rupture et les familles en difficulté. Celles qui se demandent dès le 15 du mois comment nourrir leurs enfants jusqu'au 31. Alors, Madame la Ministre des Solidarités, Monsieur le Ministre de l'Aménagement, vous devriez le savoir, la solidarité dans notre pays, ce n'est pas une option. Les centres communaux d'action sociale sont bien plus que des structures administratives comme vous semblez le penser. Ils incarnent le service public de proximité, l'engagement des élus locaux et des professionnels. Et quand on sait qu'un Français sur 5 a déjà poussé la porte d'un CCAS, que la pauvreté ne cesse d'augmenter dans notre pays, votre mesure, même si vous venez d'y renoncer, entraînerait une dégradation du service public. Je le redis à ce gouvernement, on ne vaincra pas la pauvreté en s'attaquant aux pauvres. Les CCAS comblent désormais jusqu'au manquement de l'État en assurant des compétences d'hébergement d'urgence que vous n'assumez même plus. Lyon, Strasbourg, Rennes, Paris, Bordeaux, Alfortville et tant d'autres, ce sont nous qui mettons les familles à l'abri, qui hébergeons les mineurs isolés et qui hébergeons les enfants à la rue. Et vous voulez supprimer les services de solidarité? Quand allez-vous arrêter cette logique de démantèlement, de casse des services publics? Vous vous attaquez à tout le temps, aux chômeurs, aux malades, aux retraités, aux collectivités locales. Vous supprimez les ZFE, les ZAN, MaPrimeRénov' et maintenant les CCAS. Que restera-t-il de la solidarité après 10 ans de macronisme? À votre choc de simplification, nous préférons notre choc de solidarité. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur François Rebsaben, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire. S'il vous plaît. Madame la Présidente, merci. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Sandrine Runel. Ne trouvez-vous pas que votre question est légèrement excessive? Nous ne vivons peut-être pas la même réalité, mais j'ai un avantage sur vous, si vous le savez, c'est que j'ai été maire pendant 25 ans et j'ai été confronté aux difficultés pour assumer l'ensemble des compétences de maire. Et quand je vois des déclarations nous demandant de conforter l'action sociale à travers la compétence sociale aux collectivités locales, permettez-moi de rappeler que la compétence des communes est une compétence générale, bien évidemment. Et le social en est le cœur. Et vous ne pouvez pas me faire dire le contraire. Et le gouvernement ne dira pas le contraire. Le social, c'est le cœur des compétences des communes. Et elles assument ces compétences avec des moyens qu'elles ont et que quelquefois l'État leur transfère. Et donc je ne vous laisserai pas laisser penser ici que nous abandonnons les pauvres en France. Les pauvres sont en difficulté en France. Il appartient aux communes de les aider avec le soutien de l'État. Voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y aura donc pas de suppression des CCAS, comme vous voulez le laisser penser. Il n'y aura pas de suppression de clauses de compétences sociales, tout simplement parce que les communes, heureusement, qui sont le nerf de la France, eh bien ces communes, elles ont une compétence générale. Madame la députée, vous semblez l'oublier. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Question claire, réponse claire. Entendez-vous augmenter les taux de TVA? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre des Finances et de l'Économie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Brun, vous me permettrez d'utiliser une partie de mes 2 minutes pour dire d'abord quel est notre sujet principal, et le Premier ministre le dit depuis longtemps. Nous avons 3 300 milliards d'euros de dettes et dans quelques années, nous allons verser à nos créanciers 100 milliards d'euros d'intérêts. Nous avons aussi un problème de compétitivité, ce qui fait que nous avons décidé de maintenir les prélèvements fiscaux et les prélèvements sociaux au niveau où ils sont. Le reste appartient en fait largement à la représentation nationale et aux partenaires sociaux. Je crois que vous faites allusion, peut-être,
si j'ai bien compris, à la proposition du président de la République de réfléchir au financement de la protection sociale. Cette question, elle ne s'adresse pas au gouvernement, elle s'adresse aux partenaires sociaux. Et il leur appartiendra, si la ministre les saisit ou s'ils se saisissent eux-mêmes, parce que tout ça est sous l'autorité de ma collègue Catherine Vautrin, de réfléchir à la façon de financer notre protection sociale. Parce qu'en effet, la sécurité sociale repose presque exclusivement sur le travail, que ce soit versé par les salariés ou par les entreprises. Je rappelle d'ailleurs qu'une part importante de la sécurité sociale est financée par la TVA. C'est petit rappel en passant. Et donc, une réflexion peut s'ouvrir sur un réaménagement à l'intérieur de ces équilibres. Mais, comme l'a dit le Premier ministre à de nombreuses reprises, nous allons jusqu'au 15 juillet, jusqu'à la mi-juillet, écouter les propositions des uns et des autres. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le gouvernement prendra des décisions à la suite des arbitrages du Premier ministre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre de l'économie, je tiens solennellement à vous dire ici, au nom des députés socialistes, que nous opposerons de toutes nos forces à cette augmentation de la TVA que vous préparez. Nous y opposerons pour plusieurs raisons. Cette TVA sociale, elle aurait d'abord pour premier impact de frapper les plus pauvres. C'est un impôt sur les bas salaires, c'est un impôt sur les petits retraités, c'est un impôt sur les inactifs et sur tous ceux qui sont frappés par la hausse des prix. Plus 25% d'augmentation des prix alimentaires depuis maintenant 3 ans et vous voulez à nouveau augmenter les prix pour l'ensemble des Français. En plus d'être une mesure injuste, c'est une mesure inefficace économiquement. L'OFCE, qui a fait une étude récente, montre qu'elle détruirait 16 000 emplois en touchant très nettement la consommation des Français à un moment où l'OCDE elle-même révise les prévisions de croissance de la France à 0,6, là où le premier budget que nous n'avions pas voté les prévoyait à 1,1%. La TVA sociale, c'est une TVA antisociale. Et nous, les socialistes, l'avons annulée en 2012 lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, là où le gouvernement de Nicolas Sarkozy l'avait mise en place. D'aucune manière, les socialistes, dans la préparation de ce budget, n'accepteront que les classes populaires, que les classes moyennes, que ceux qui n'ont que leur travail pour vivre soient mis à contribution. Et au contraire, les baisses d'impôts de plus de 60 milliards d'euros par an que vous avez mises en place depuis 2017 doivent aujourd'hui être revues. Ce sont toujours les mêmes qui payent dans notre pays. Et aujourd'hui, nous disons plus que jamais que face aux grandes difficultés financières que rencontre notre pays, les plus aisés doivent être mis à contribution. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député Philippe Brun, mon rebond sera aussi rapide que votre question initiale. Nous avons fait le choix avec le Premier ministre, avec la ministre du Travail, de faire confiance aux partenaires sociaux sur la réforme des retraites et nous allons continuer. Je vous remercie. Alors, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. CIDFF en danger est le titre d'une campagne nationale pour interpeller les médias et le grand public sur la situation des centres d'information des droits des femmes et des familles. Une mobilisation des CIDFF est prévue à compter du 23 juin avec fermeture au public pendant 1 semaine. Cette mobilisation est inédite. Elle intervient après des mois de discussions avec votre gouvernement afin d'obtenir l'enveloppe manquante à hauteur de 5,7 millions d'euros pour couvrir les conventions pluriannuelles d'objectifs qui sont pourtant contractualisées sur le programme 137. De quoi parle-t-on? Des moyens réels donnés à la politique d'égalité femmes-hommes. CIDFF en danger, ce sont les moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes. 140 féminicides en 2024. Ce sont les moyens pour agir en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Ces moyens concernent la mise en œuvre des politiques publiques qui justifient l'agrément que donne l'État au CIDFF. Sans soutien, ce sont des suppressions de postes, des fermetures de permanence, de services dans nos territoires au détriment de nos populations et donc moins d'accompagnement pour celles et ceux qui attendent d'être protégés par l'État. Le retard de notification et de versement fragilise considérablement les associations, donc le public accueilli.
C'est face à ces constats que le conseil d'administration de la Fédération nationale a décidé à l'unanimité une mobilisation d'ampleur à la mesure de la gravité de la situation pour ce réseau. Monsieur le Premier ministre, l'État va-t-il apporter des réponses concrètes avant le 18 juin, date où le conseil d'administration lancera cette mobilisation nationale? Je vous remercie, Madame Broquel. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente et merci Madame la députée pour cette question qui est importante et qui concerne en effet notre politique à la fois en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Et je crois que nous savons tous dans nos territoires le rôle déterminant des centres d'information aux droits des femmes et des familles, des CIDFF qui sont joués. Nous avons eu à augmenter, vous le savez, ce qu'on appelle la compensation Ségur, les travailleurs sociaux. C'est une bonne nouvelle parce que nos travailleurs sociaux avaient besoin d'être considérés de la même manière que d'autres professions médico-sociales. Mais ça a évidemment posé des difficultés à un certain nombre de centres. C'est la raison pour laquelle le budget de mon ministère en 2025 a augmenté significativement avec une enveloppe dédiée de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros votés à l'unanimité au Sénat et qui a été conservé ensuite par le gouvernement, par le Premier ministre dans le 49.3. Dans les jours qui viennent, les CIDFF verront le versement permettant la compensation de la prime Ségur, non seulement au titre de la part de l'État, mais même sur la compensation totale du Ségur. Évidemment, nous devons nous engager pour garantir que cette compensation puisse être faite non seulement en 2025, mais pour les années qui viennent, pour garantir la pérennité de ces postes qui sont indispensables à partir du moment où nous voulons lutter efficacement contre toutes les formes de violence faites aux femmes, singulièrement, vous l'avez rappelé, la question des féminicides. Je rappelle ici que c'est un engagement qui ne dépend pas que d'un ministère seul ou des seuls pouvoirs publics, mais de toute la société pour qu'enfin l'éradication des violences faites aux femmes soit l'affaire de toute la République. Et je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Pantel. Madame la Ministre, je voulais vous remercier pour ces annonces-là pour les CIDFF. Rappelez simplement que la politique d'égalité femmes-hommes, c'est un des 3 piliers de l'Union européenne. C'est une politique qui s'impose à la France. C'est une politique qui est une chance pour la France. Et donc nous resterons vigilants. Merci Madame Pantel. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la France co-organisera avec l'Arabie saoudite la conférence qui se tiendra aux Nations unies du 17 au 20 juin prochain. Selon des sources diplomatiques, le Royaume-Uni et la France n'insisteront plus sur la reconnaissance d'un État palestinien, mais plutôt sur la définition des étapes vers la reconnaissance de l'État de Palestine, qui dépendra d'une série de mesures et de concessions de la part des Palestiniens. Après avoir rappelé que 149 États ont reconnu sans condition l'État palestinien, ma question est simple, Monsieur le Ministre. Quelle position la France entend-elle finalement défendre lors de ce sommet? Pourquoi tergiverser? Pourquoi refuser de débattre de vos intentions avec la représentation parlementaire au cours d'un débat 50-1 qui vous a été maintes fois demandé à l'Assemblée nationale comme au Sénat? Monsieur le ministre, vous avez dit la semaine dernière qu'il existe un autre chemin. À une semaine de ce sommet, ne s'agirait-il pas d'une impasse? Pour vous répondre, la parole est à Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. En effet, il n'y a que 2 chemins possibles. L'état de guerre permanent d'un côté et la solution politique qui est plus exigeante, qui est plus difficile, celle que la France défend depuis toujours, celle qui, comme je le disais tout à l'heure, était en passe d'aboutir il y a un peu moins de 2 ans, avant que le Hamas ne se rende coupable du plus grand massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah. Et donc, face à cette situation, eh bien, comme je le disais, soit nous nous résignons, et j'ai cru comprendre que Roger Karoutchine, tout à l'heure, semblait prescrire, mais je dois avoir mal compris, l'inaction. Mais je crois que cette option-là est porteuse de grands risques, parce que si nous ne faisons rien, alors nous risquons de faire que cette perspective soit définitivement écartée.
parce qu'elle est déjà plus lointaine, plus fragilisée qu'elle ne l'a jamais été depuis 1993 et les accords d'Oslo. Et donc l'autre chemin, c'est la solution politique. Et oui, dans un moment où Gaza est quasiment détruite, où la colonisation s'accélère en Cisjordanie, où les États-Unis semblent se désintéresser de la question et où on ressent une forme de résignation dans un grand nombre de pays arabes, alors notre rôle et notre place, c'est de reprendre l'initiative. C'est tout l'objectif de cette conférence que nous avons préparée en disant que nous serions déterminés à reconnaître l'État de Palestine pour enclencher un mouvement qui implique et qui engage la Palestine, ou en tout cas l'autorité palestinienne, et les pays arabes qui doivent eux aussi faire et prendre des engagements, faire des déclarations qui dénoncent ce qui s'est passé le 7 octobre et le Hamas pour ce qu'il est, un mouvement terroriste qui s'engage à contribuer et concourir à la sécurité d'Israël, au redressement de Gaza et au redressement à venir de cet État de Palestine, sans quoi, eh bien, si vous voulez, la reconnaissance d'un pays comme la France sonnerait creux. C'est cette dynamique collective que nous voulons susciter à New York et c'est dans cet esprit que nous travaillons. Madame Jourda. Monsieur le ministre, non, la reconnaissance de la France ne sonnerait pas creux. Nous sommes dans un pays où sont nés les droits de l'homme. Et lorsqu'on voit que des pays, l'année dernière, comme l'Espagne, ont reconnu la Palestine sans condition, je ne comprends pas quelle est votre position. Vous vous tournez et effectivement, vous parlez du 7 octobre, mais les problèmes n'ont pas commencé qu'avec le 7 octobre, monsieur le ministre. Il y a longtemps, il y a fort longtemps que les Palestiniens meurent, qu'ils ne peuvent plus. Lorsque vous serez retournés, il n'y aura plus aucun Palestinien dans la bande de Gaza. C'est ça que vous voulez, mais moi non. Monsieur le Président, Madame la Ministre, depuis Nice, Emmanuel Macron s'érige en grand défenseur des océans, mobilise la communauté internationale et vante son leadership. Pendant ce temps, en France, le réel tangue. Réintroduction des pesticides interdits, suppression des zones à faible émission et désormais suspension brutale de MaPrimeRénov'. L'engagement de Marseille en 2022, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, n'est plus qu'un souvenir dissipé par les courants budgétaires. Résultat, des millions de ménages modestes vont renoncer à rénover leur logement. Des artisans du bâtiment déjà fragilisés vont voir leur carnet de commandes s'effondrer. Dans les zones les plus polluées, les habitants continueront à respirer un air vicié, faute de politique de mobilité urbaine. Et nos agriculteurs, eux, doivent composer avec un brouillard réglementaire où l'on autorise d'une main les insecticides que l'on avait interdits de l'autre. Mais le plus étonnant, c'est que ce même président de la République, celui qui a dissous l'Assemblée il y a déjà un an, reproche aujourd'hui à son propre gouvernement, à ses propres parlementaires, les reculs qu'il a lui-même rendus possibles. Depuis Nice, il fustige la destruction des politiques écologiques, qu'il a pourtant laissé s'éroder dans un silence prolongé. Il appelle à maintenir un cap après avoir sabordé la boussole. À l'international, on sermonne. À domicile, on détricote. Alors ma question est simple. Quelles mesures concrètes allez-vous prendre ici et maintenant pour que les classes les plus modestes ne soient plus les variables d'ajustement de votre relancement écologique, lequel résulte de près de 1 000 milliards de dettes dont vous êtes les comptables? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée, porte-parole du gouvernement, Madame Sophie Primas. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, cher Pierre-Alain Roiron. Je vous remercie de votre interpellation car elle touche en réalité l'un des engagements les plus importants du gouvernement. Non, Monsieur le Sénateur, le gouvernement ne recule pas et n'a pas l'intention de le faire. Il s'adapte aux réalités, il ajuste ses politiques publiques qu'il évalue, mais il avance. Il avance résolument vers un modèle sobre en carbone, plus respectueux de la biodiversité,
plus en phase avec les réalités économiques de notre pays, économiques et sociales de notre pays. Tous ensemble, nous avons engagé des transformations profondes dans tous les secteurs. Si nous parlons des mobilités, avec des investissements sans précédent dans les transports en commun, l'essor de la filière électrique en France, avec le plan vélo massif, dans les océans, en effet à l'UNOC, en portant haut la voix de la France pour sanctuariser, par exemple, les aires marines protégées. Grâce à notre action, nous sommes passés de 0,1% à plus de 4% des zones de protection forte sur notre zone économique exclusive. Et ce n'est qu'un début. Dans le bâtiment que vous nommez, secteur qui représente 10% de nos émissions, l'effort est massif, mais monsieur le sénateur, il doit être maîtrisé pour être soutenable et pour être pérenne avec nos finances publiques. D'où les ajustements qui sont opérés sur MaPrimeRénov' pour assurer l'efficacité, éviter les abus et répondre concrètement aux attentes des Français. S'adapter aux contraintes des Français, ce n'est pas renoncer, c'est chercher un chemin pour atteindre notre objectif de façon efficace. L'écologie que nous défendons tous ensemble se veut positive, elle se veut concrète, elle se veut ambitieuse et elle se veut partagée avec les Français. C'est une écologie du quotidien qui protège les plus vulnérables et ne veut pas faire payer le poids de la transition sur les épaules de ceux qui ont le moins de marge. C'est aussi une écologie compétitive pour nos entreprises, pour nos chercheurs, pour nos territoires qui innovent. Et la réduction de l'empreinte carbone, ce n'est pas un frein, c'est une opportunité pour consommer mieux, produire autrement et créer de l'emploi local. Monsieur le sénateur, ce qui est en jeu, c'est la souveraineté, la santé et la prospérité de notre pays. Nous ne fermons pas les yeux, personne ne ferme les yeux, ni le président de la République, ni le gouvernement, ni, je le sais, cette Assemblée, et nous ne nous résignerons pas. Et surtout, nous voulons bâtir avec vous un avenir durable pour les Français. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les centres communaux d'action sociale sont des acteurs de proximité essentiels, incarnant la solidarité concrète, accessible et républicaine. Ils sont en première ligne face à la précarité, face à l'isolement. Au détour d'une proposition de loi, vous aviez prévu de rendre optionnels les CCAS dans les communes. Mais face à la mobilisation des élus, que je salue, et son écho médiatique, le gouvernement semble reculer. Ce recul est salutaire, mais aujourd'hui, nous vous interpellons sur la méthode. Des amendements gouvernementaux introduits au cours de propositions de loi sans concertation préalable, sans étude d'impact. Et comme un amendement peut en cacher un autre, hier soir, vous avez souhaité fragiliser les caisses des écoles, les conseils citoyens, par exemple. La mécanique est toujours la même. Sous couvert de simplification, vous opérez un processus de recentralisation rampante du pouvoir au détriment des acteurs locaux. À chaque fois, vous affaiblissez les structures de gouvernance locale partagées en écartant les habitants, les citoyens. Cette manière de procéder fragilise l'action publique et la rend illisible, instable et démobilise les acteurs économiques, les collectivités comme les associations. Les atermoiements récents du gouvernement sur MaPrimeRénov' en sont une fois encore l'illustration. Procéder ainsi au fil des propositions de loi sans vision globale, sans véritable évaluation, affaiblit profondément notre modèle social, démocratique et républicain. Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer aujourd'hui devant le Sénat que vous renoncez à rendre optionnels les CCAS dans les communes? Et surtout, êtes-vous prêt à construire avec les élus locaux, les associations, les citoyens, des politiques publiques sociales lisibles et partagées? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Je voudrais rétablir la vérité et vous dire les choses tout à fait clairement. L'article 72 de la Constitution précise que les collectivités, notamment les communes, s'administrent librement. Or, nous sommes dans une phase où, à travers des lois de simplification, nous entendons redonner du pouvoir aux communes en décidant de les laisser choisir elles-mêmes ce qu'elles veulent faire. C'est cela la libre administration des communes, leur permettre de faire ce qu'elles veulent. Et il y a aujourd'hui à peu près 32 000 communes dans lesquelles les CCAS sont facultatifs. Est-ce que pour autant
les communes ne s'occupent pas du social, je ne le crois pas. Parce que le cœur de l'action des communes, c'est de s'occuper justement du social. Et donc nous avions envisagé, jamais d'amendement n'a été déposé, contrairement à ce que vous avez dit. Nous avions envisagé, dans le cadre de débats sur la simplification avec des élus, nous avions envisagé de rendre facultatif, je dis bien rendre facultatif, et de redonner une liberté aux communes de choisir ou non leur mode de soutien au social. Devant ce qui était une mauvaise interprétation, à laquelle vous vous livrez d'ailleurs, je me permets de le dire ici, devant cette mauvaise interprétation, j'ai dit clairement les choses hier à l'Assemblée nationale. Vu que je ne voulais pas supprimer les CCAS, mais voulais rendre la liberté aux communes, et que vous ne voulez pas, eh bien, nous n'allons pas, bien sûr, prendre de mesures interdisant aux communes, mais elles le font librement, de choisir d'avoir des CCAS. À cet égard, le besoin de simplification se heurte, et c'est assez curieux de le voir de votre part, se heurte à ce principe de libre administration des communes. Vous voulez en réalité contraindre les communes et non pas libérer les communes. Avec la simplification, c'est ce que nous voulons faire. Madame Daniel, vous avez quelques secondes. Monsieur le ministre, quand autant de personnes comprennent mal simultanément un message, c'est qu'il y a probablement aussi un petit problème d'émission de ce message. Par ailleurs, la liberté laissée aux communes pose à terme un vrai sujet d'équité, d'accès des citoyens et des citoyennes aux services publics sur tout notre territoire.